Afrique des libertés, je vous salue. En raison d'importants embouteillages sur notre chemin, nous commençons cette émission avec 3 quarts d'heure de retard. Et je voudrais vous présenter mes excuses pour ce retard inhabituel. Mais malheureusement, indépendant de ma volonté, mes chers amis. Afrique des libertés, je vous salue. Amis africains des diasporas d'Europe, d'Amérique et d'Asie, je vous souhaite la bienvenue à cette émission consacrée à l'analyse du discours de clôture du congrès de création du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, que je salue. Je vous ai promis de proposer un décryptage de l'allocution magistrale délivrée par cette grande figure politique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique à la clôture de la fondation du PPA-CI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Bienvenue à cette émission, protégez cette émission, partagez cette émission. Afrique des libertés, je vous salue. Africains, africaines, ce décryptage te concerne. Car cette allocution a une visée, une portée, une intention continentale. Comme ça. À ceux qui ont confiance en l'Afrique, à ceux qui œuvrent pour la dignité de l'Afrique, je dédie cette conférence. Protégez-la, partagez-la. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. N'oubliez pas de faire un partage, chacun, pour une bonne qualité de communication. Oh, Emmanuel. Mes chers amis, je vous salue. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission consacrée à l'analyse du discours remarquable délivré par le président Laurent Gbagbo à la clôture du congrès constitutif de son nouveau parti, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une allocution qui mérite qu'on s'y penche. Avant d'entrer dans les matières de l'allocution, pour en proposer un décryptage, je voudrais donner quelques remarques générales sur le contexte politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui en Afrique. Quelques remarques générales sur la carrure politique et la tradition, le style oratoire
du président Laurent Gbagbo, afin que chacun puisse un tant soit peu partager un certain nombre de repères nécessaires pour commencer à le comprendre. Car Laurent Gbagbo, étant un homme politique expérimenté, étant un homme qui a non seulement eu l'expérience de l'opposition, mais celle de l'exercice du pouvoir d'État, s'exprime en mobilisant sans cesse des codes qui requièrent des décodeurs, afin que l'assimilation maximale, jamais totale, car il n'y a pas de message qui soit jamais assimilé totalement, soit possible. Dans un deuxième moment, je vais m'intéresser aux principaux thèmes de l'allocution du président Gbagbo. Pour ma part, j'en ai identifié 5. Je vais revenir sur ce que je considère comme les 5 principaux axes de sa prise de parole à la clôture de la fondation de son nouveau parti, le PPACI. Et enfin, nous nous séparerons sur une conclusion, en tout cas dans laquelle j'insisterai sur les enseignements de cette allocution, tels que je les ai perçus, à partir de la position qui est la mienne, celle de l'observateur politique, celle de l'intellectuel politique, celle de l'intellectuel engagé, celle du membre de l'une des formations de l'opposition ivoirienne que je suis, eh bien, Générations et Peuples Solidaires. D'abord, commençons par le contexte. Le président Laurent Gbagbo s'est exprimé dans une Côte d'Ivoire dont le pouvoir d'État est encore détenu par M. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, qu'on le considère ou non comme président de la République, Alassane Dramane Ouattara exerce de facto le pouvoir d'État. Bien que nous sachions qu'il est là par usurpation en tant que chef d'État, puisque l'article 55 de la Constitution de 2016 n'autorisait pas M. Ouattara à être candidat à l'élection présidentielle de 2020, nous devons constater que de facto, M. Ouattara exerce le pouvoir d'État, contrôlant donc la police, la gendarmerie et l'armée, contrôlant l'administration ivoirienne, contrôlant la diplomatie ivoirienne, bref, détenant un pouvoir de contrainte qui est non négligeable et qui n'est pas simplement le pouvoir d'un individu et d'un parti. Ça, c'est le premier élément de contexte qu'il ne faut pas ignorer. Car l'allocution du président Laurent Gbagbo a lieu à l'intérieur d'un contexte où il n'est pas le détenteur du pouvoir d'État, où il est dans le leadership de l'opposition, face à un pouvoir d'État monopolisé par le RHDP. Il y a un deuxième élément important. Ce pouvoir d'État usurpé et de facto détenu par Alassane Dramane Ouattara bénéficie du soutien de la puissance coloniale, l'ancienne puissance coloniale de Côte d'Ivoire, la puissance impériale française, dont on se souvient très clairement qu'elle a activement contribué à la chute du régime du président Laurent Gbagbo lors de l'épisode de la crise post-électorale de 2010-2011. Donc l'homme qui s'exprime ce jour d'octobre 2021, depuis la salle des congrès de l'Hôtel Ivoire, c'est un homme qui sait, qui s'exprime sur une terre qui politiquement, tactiquement et stratégiquement est sous le contrôle de la puissance impériale française, dont Alassane Dramane Ouattara est incontestablement le vassal attitré en Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands vassaux de tous les temps dans l'histoire africaine. Et pourquoi? Alassane Dramane Ouattara a violé la constitution ivoirienne avec le soutien du président de la République française en exercice, Emmanuel Macron. Alors qu'en mars 2020, Alassane Dramane Ouattara avait déclaré qu'il se retirait de la course à l'élection présidentielle ivoirienne et qu'il promouvait désormais la candidature de M. Amadou Gon Coulibaly, profitant le 8 juillet 2020 du décès subi, organisé
par Alassane Dramane Ouattara lui-même, qui a obligé Amadou Gon Coulibaly à rompre sa convalescence pour venir mourir à Abidjan. Profitant donc de ce décès subi, provoqué volontairement par lui-même, Alassane Dramane Ouattara, revenant littéralement comme le chien sur son propre vomi, s'est parjuré et violant l'article 55 de la Constitution de Côte d'Ivoire, a broyé le processus électoral, excluant avec la bénédiction de Paris le président Laurent Gbagbo de l'élection présidentielle 2020, le président Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de l'élection, et pratiquement 40 autres Ivoiriens. Nul n'ignore que cela a été fait avec la bénédiction de la puissance française, puisque M. Macron, à partir d'une interprétation incongrue, irrationnelle, absurde, une interprétation nulle de la constitution ivoirienne, a prétendu que, malgré l'interdiction de l'article 55 pesant sur M. Ouattara, celui-ci était finalement devenu candidat à l'élection de 2020 par devoir. Nul n'ignore non plus que la puissance française, par son chef, a adressé au terme de la mascarade pseudo-électorale de 2020, octobre, une lettre de félicitations à M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, au moment où le président Laurent Gbagbo prend la parole, il sait qu'il est en terre contrôlée politiquement par un régime vassal de Paris. Le même régime constitué sur les décombres du sien avec le soutien de Paris. Il est donc dans une situation asymétrique. Il n'est pas dans une situation de symétrie. Il est en contexte de persécution, d'autant plus que les partisans du président Laurent Gbagbo, arrêtés depuis 2010-2011, sont encore en très bonne partie en prison. Au moment où le président Gbagbo prend la parole, là, à l'Hôtel Ivoire, ses compagnons, militaires et civils, sont encore nombreusement dans les geôles d'Alassane Dramane Ouattara. Troisième élément important. Ils y sont avec la bénédiction de la puissance française. Et le président Gbagbo le sait. Je continue à décrire le contexte. Le contexte est caractérisé par un affaiblissement énorme de l'opposition ivoirienne, qui notamment, depuis l'échec de l'initiative du CNT, n'a plus jamais présenté au peuple ivoirien un véritable front commun. J'entends par là un front commun rassemblant le PDCI-RDA, ce qu'on appelle encore le FPI, maintenant le PPACI, GPS, Leader, URD, bref, l'ensemble des partis de l'opposition ivoirienne aujourd'hui ne possèdent plus et ne présentent plus devant le peuple ivoirien un front commun. Au moment où le président Gbagbo prend donc la parole, il prend la parole dans un contexte d'émiettement, de fragilité, d'union à minima des forces de l'opposition. Le rapprochement même qui a été opéré entre le Front populaire ivoirien et le PDCI-RDA n'a pas encore porté concrètement sur le terrain des mobilisations et des luttes ses fruits. Ça, c'est la troisième caractéristique que je voudrais souligner. Enfin, il y a une quatrième caractéristique. Le président Gbagbo prend la parole dans un contexte où toute l'Afrique de l'Ouest est marquée par la crise des troisièmes mandats et des présidences à vie. Un contexte où toute l'Afrique de l'Ouest est secouée à la fois par les revendications populaires, depuis le Sénégal, pratiquement jusqu'en Afrique centrale, avec le Tchad, notamment. Un contexte où toute l'Afrique est secouée par le terrorisme et où désormais, notamment après la déclaration du gouvernement malien accusant frontalement la puissance impériale française de collusion avec les terroristes au nord Mali, l'Afrique tout entière découvre qu'elle n'est pas attaquée par des terroristes religieux. L'Afrique tout entière découvre qu'elle est attaquée dans le cadre d'un vaste plan de déstabilisation qui a commencé avec la destruction de la Libye. Elle est attaquée par la coalition occidentale qui organise la déstabilisation du Sahel pour pouvoir contrôler les richesses extraordinaires des trois frontières de la région du Liptako-Gourma, contrôler les richesses extraordinaires du golfe de Guinée et aller jusqu'à contrôler les ressources extraordinaires de l'Afrique australe. Eh bien, on sait
de manière très concrète aujourd'hui que c'est tout cela qui est en jeu. Une véritable opération de conquête. Et cette vision, qui est en train de devenir une évidence pour tous les Africains, modifie désormais la perception des perspectives d'émancipation des peuples africains. Le président Gbagbo s'exprime dans un contexte où l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et même l'Afrique du Nord, avec les dernières réactions de l'Algérie interdisant son sol, son ciel aux avions militaires français, viennent de prendre, littéralement comme une mayonnaise peut prendre, conscience du fait que ce ne sont pas des prétendus djihadistes, terroristes religieux qui attaquent l'Afrique. Non, l'Afrique est attaquée dans le cadre d'une stratégie de reconquête militaro-politico-économique et qu'aucun pays africain, aucun État africain, individuellement pris, ne pourra faire face à la stratégie. Les sociétés civiles, les intellectuels, les artistes ont toujours eu de l'avance dans l'intuition, dans la prise de conscience de ces choses-là. Les politiques, souvent attachés au pouvoir, au micro-pouvoir de leurs petits États, notamment issus du partage de Berlin, sont souvent très tardifs dans le constat qu'il va falloir s'unir. Voilà le contexte dans lequel s'exprime le président Laurent Gbagbo, un contexte que je viens de vous brosser en 5 grandes caractéristiques. Un contexte de prise de conscience. Un contexte de prise de conscience en même temps que de fragilité des oppositions à l'intérieur de régimes politiques d'Afrique francophone qui sont presque tous devenus des dictatures impitoyables, des quasi-dictatures. Si on part, par exemple, de la Mauritanie, du Sénégal, du Niger, en passant donc par des dictatures dures comme celle du Togo, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad, du Congo-Brazzaville, des dictatures dures comme celle du Gabon. Il y a une conscience qui est en train de se faire, une conscience continentale et une conscience diasporique énorme. Il y a une société civile des réseaux sociaux qui est apparue et qui, elle, d'une certaine façon, a compris. Commence à comprendre que l'Afrique a un combat transnational, un combat transfrontalier, un combat transnationalité, un combat pour sa survie comme entité civilisationnelle dans l'histoire du monde. Voilà le contexte dans lequel l'homme que vous avez vu là s'exprime. Voilà pourquoi je voudrais maintenant faire quelques observations sur l'orateur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est un orateur très original. Il est connu pour être quelqu'un qui ne lit jamais vraiment un discours. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu, depuis que Laurent Gbagbo fait de la politique et que moi je l'observe et que je l'analyse, je ne me souviens presque jamais, en dehors de certaines circonstances très officielles, de certains protocoles très officiels, je me souviens presque jamais d'avoir vu le président Laurent Gbagbo lire un discours de la première ligne tel qu'il est écrit jusqu'à la dernière. Peut-être le faisait-il quand il était en exercice du pouvoir pour les discours de la fête d'indépendance, à la veille du 7 août. Peut-être, je pense que là, il le faisait. Il lisait des discours qui lui étaient écrits soit en version papier, soit mis en prompteur. Mais le monsieur là, depuis le temps que je l'observe, je sais que c'est conseiller, et il en a de bons, et lui-même travaille à préparer des discours. Mais je l'ai toujours vu prendre ses libertés par rapport à l'écrit. Parce que, en fait, Laurent Gbagbo est un orateur oral. Je voudrais insister sur le fait qu'un orateur oral, ce n'est pas un orateur qui n'écrit pas. Mais c'est un orateur qui, bien souvent, pour avoir pris l'habitude d'écrire, est beaucoup plus à l'aise pour dire ce qu'il a écrit que pour lire ce qu'il a écrit. Je recommence. Laurent Gbagbo est un orateur oral. Il y a des orateurs de lecture. Il y a des grands orateurs de lecture. C'est-à-dire qu'il a son texte est écrit et il a une manière de le lire qui vous fait vibrer. Mais Laurent Gbagbo fait partie de la race des orateurs oraux. C'est-à-dire que le discours, quel que soit le discours qu'il a préparé, lui avec ses conseillers, ce discours est un schéma et un canevas sur lequel lui-même, avec son génie, son pathos, sa créativité personnelle, il va surfer. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo n'aime pas s'adresser
uniquement à l'intellect de son auditoire. C'est un orateur qui veut toucher l'homme total. Il veut s'adresser à la sensibilité de ceux qui l'écoutent. Il veut s'adresser à l'imagination de ceux qui l'écoutent. Il veut s'adresser à l'entendement, c'est-à-dire la capacité de conceptualisation de ceux qui l'écoutent. Il veut s'adresser à leur raison, mais il veut également s'adresser à leur désir, à leur volonté. Je viens là de vous citer les principales facultés de l'être humain. La sensibilité, l'imagination, l'entendement, la raison, la volonté, qu'on appelle encore le désir. Laurent Gbagbo s'adresse à toutes ces facultés en même temps. Si vous prenez par exemple en comparaison les discours d'Alassane Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara s'adresse essentiellement à l'entendement. C'est-à-dire, il s'adresse directement à la faculté de calculer. Les discours d'Alassane Ouattara sont des discours de caissier. Un caissier qui essaie de rendre des comptes. Ou de comptable qui annonce le budget de l'année suivante. C'est pour ça que ce sont des discours qui peuvent servir aisément de somnifères pour n'importe quel insomniaque. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui souffre d'insomnie, prenez un discours d'Alassane Dramane Ouattara, lisez et répétez le discours. La personne va dormir. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara ne sait pas s'adresser à la sensibilité des gens. Il ne sait pas s'adresser à l'imagination des gens. Alassane Ouattara, ses discours s'adressent immédiatement à l'intellect ou à la rationalité calculante. Par conséquent, il est lassant. Il est lassant. Et voilà pourquoi, quand il veut imiter des orateurs oraux de métier comme Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara est caricatural. Il se retrouve en train d'annoncer et de répéter stupidement des formules du genre « C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur ?» Bon, ça, c'est exactement ce qui arrive quand quelqu'un veut entrer dans un style qui ne lui correspond pas et sur lequel il n'a pas travaillé. Donc Laurent Gbagbo est un orateur oral. Et c'est un orateur intégral. C'est-à-dire quelqu'un qui veut toucher tous les aspects de son public. C'est pour ça que vous allez le trouver toujours quand il donne un discours en train d'utiliser des allusions populaires. Des allusions qui sont en rapport avec la musique populaire, l'art populaire. Ça, c'est pour toucher la sensibilité et l'imagination des gens. C'est pour ça que dans le discours de Laurent Gbagbo, par exemple, il y a beaucoup de place pour les silences. C'est un maître du silence. Il utilise le silence pour que le public lui-même puisse habiter ce silence avec ses émotions. Il peut commencer une phrase et s'arrêter en chemin. C'est fait exprès pour que le public achève la phrase dans sa tête. Que le public complète mentalement la phrase. Il utilise ça, des silences remplis d'émotions. Je vous donne un exemple. Quand il parle par exemple de la découverte de la musique de Askeli, il dit que ça l'a beaucoup aidé quand il était à Korogo. Et il ne décrit pas plus. À un moment donné, il rappelle seulement un couplet d'Askeli qui l'a beaucoup marqué. Celui où Askeli chante « Mago et patra, 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 patra ». Et puis il s'arrête, c'est tout. Le public récupère le tout. Le public récupère l'émotion. Et c'est même le public qui continue, en quelque sorte, à traiter du sujet. C'est ça la force des orateurs oraux, c'est qu'ils sont capables de toucher toutes les facultés de l'homme. Et c'est ça la force de l'art oratoire de Laurent Gbagbo, parce que c'est un art qui s'adresse à la totalité de l'Ivoirien. Et c'est un art qui, oratoire, est parfaitement en connexion avec l'art oratoire de l'Afrique traditionnelle, dont la première épouse du président Gbagbo est une spécialiste. Elle a travaillé sur le discours parlé, le discours du tambour. Dans la famille Gbagbo, on a forcément réfléchi pendant des décennies sur l'essence du discours, sur l'art de la parole publique. Donc le monsieur que vous voyez là, quand il commence à parler, vous avez l'impression qu'il improvise. Rien n'est improvisé. Laurent Gbagbo n'improvise rien. Bref, comme par ailleurs c'est un musicien et un mélomane qui a joué de l'orgue et probablement du piano, c'est quelqu'un qui, même par la pratique musicale, a pris l'habitude de l'improvisation. Mais en musique, et allez écouter les meilleurs spécialistes de la musique, l'improvisation n'est pas improvisée. Hein. Je recommence, on improvise mais dans la gamme. On improvise en respectant une structure, même dans le jazz. Quand vous écoutez un morceau de jazz et que vous voyez un artiste s'emparer de son saxo, un autre de son piano ou un autre de sa guitare et commencer les impros, vous pourriez penser que qu'il dégamme. Non, il ne dégamme pas. On improvise dans la gamme.
Et Laurent Gbagbo est un spécialiste justement de cette pratique-là qui s'appelle justement le discours, l'improvisation dans la gamme. Voilà les remarques pour aider les uns et les autres à observer davantage Laurent Gbagbo quand il parle. Moi, l'observant, je sais que rien de ce qu'il a dit n'a été inventé en direct. Il crée son discours à partir de structures. Et voilà pourquoi vous observerez que toutes les 3 minutes, il regarde sur sa table. Toutes les 3 minutes, il regarde sur sa table. Parce que lui, en fait, il prend un thème et il le traite. Quand il a fini, il regarde pour bien vérifier que c'est le thème suivant. Voilà l'orateur dont, en fait, les cadres politiques, que ce soit ceux de l'opposition en général ou les Africains en général, devraient s'inspirer. S'ils veulent améliorer l'art du discours public et notamment l'art du discours populaire. Laurent Gbagbo est un cas d'école qu'on peut utiliser dans les amphithéâtres de sciences politiques, dans les amphithéâtres de formation politique. Et l'antithèse parfaite de Laurent Gbagbo, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que vraiment, vous voyez exactement que les deux ont des styles opposés parce qu'Alassane Ouattara est l'homme du préparé et du discours théorique, alors que Laurent Gbagbo est l'homme du préparé, mais du discours oral. C'est-à-dire que lui, il se prépare à l'oral. Quand il s'en va parler devant un public, il se prépare à parler devant le public. Je pense même que Laurent Gbagbo, en tant que politique chevronné, entend et vit son discours avant de le dire. C'est-à-dire que l'atmosphère de la salle, l'ambiance de la salle, il anticipe beaucoup de choses. Entrons maintenant dans les matières de ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu là, qu'est-ce qui nous est dit dedans? Entrons à présent dans les matières. Les matières sont très intéressantes. Moi, j'ai entendu 5 grands thèmes dans ce que le président Laurent Gbagbo nous a dit. Et je regroupe tous ces thèmes-là dans le sous-titre suivant, la réorientation panafricaniste de l'idéologie du PPACI, un acte pour contrecarrer l'ivoirité d'Alassane Dramane Ouattara et la France-Afrique de la puissance française. Pour moi, le président Gbagbo s'est exprimé essentiellement pour injecter, comme il l'a dit, sur le marché des idées politiques, un panafricanisme revisité pour contrer l'ivoirité, à l'envers, dont Alassane Dramane Ouattara est aujourd'hui le promoteur, et contrer, bien sûr, la France-Afrique, dont on sait qu'en association avec les grandes puissances occidentales, eh bien, elle organise la grande agression actuelle de l'Afrique pour soumettre l'Afrique et empêcher la naissance des États-Unis d'Afrique. L'allocution du président Laurent Gbagbo, de mon point de vue, avait cet axe-là. Il y avait bien sûr un axe secondaire, c'est que le président Gbagbo voulait régler un certain nombre de questions pendantes dans le débat politique national ivoirien, notamment en rapport avec son propre avenir politique. Ça, c'est le débat secondaire. Mais pour le lancement de son parti, il a voulu indiquer un nouvel axe de tactique et de stratégie de lutte politique. Je voudrais insister sur l'axe prioritaire avant d'insister sur l'axe secondaire. D'abord, pour aborder tout ceci, le président Gbagbo est parti de l'épreuve de la déportation et de sa victoire à la haie. Qu'est-ce qu'il a souligné? Il a souligné que les grandes victoires politiques se construisent lorsque le leadership est imbibé dans le peuple. Pour Laurent Gbagbo, sa victoire à la haie n'était pas simplement une victoire juridique, intellectuelle, c'est-à-dire une victoire entre les arguments de l'équipe dirigée par Maître Altit et les arguments des avocats d'Alassane Dramane Ouattara de l'État de Côte d'Ivoire. Non, ce n'était pas simplement une victoire intellectuelle ou juridique. Laurent Gbagbo insiste sur le fait que sa victoire à la haie est une victoire populaire, est une victoire démocratique. Pourquoi? Parce que l'une des raisons pour lesquelles on a pris au sérieux ce que disait Maître Altit et ses collègues, ce que disait Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé, l'une des raisons incontestables, c'est la mobilisation de la rue ivoirienne et de la rue de la diaspora. Une mobilisation qui n'a pas faibli en pratiquement 10 années de détention. Donc, en fait, dans le premier point, le président Gbagbo insiste sur le fait que la crédibilité politique est en rapport avec l'engagement populaire. Pour lui, sa victoire à la haie n'est pas seulement une victoire judiciaire. Ce n'est pas simplement une victoire
de politique internationale, donc diplomatique, c'est d'abord une victoire populaire. Et il est venu spécialement rendre au peuple, pas seulement au peuple ivoirien, et c'est là le sens même de l'intitulé de son parti. Il est venu rendre à tous les peuples africains qui ont massivement soutenu sa lutte, il est venu leur rendre leur victoire. Il leur dit, cette victoire, c'est votre victoire. Car c'est vous qui étiez à La Haye, c'est vous qui étiez dans les rues de Paris, dans les rues de Bruxelles, dans les rues de La Haye, dans les rues d'Abidjan, de Yaoundé, de Dakar, pour moi. Première leçon. L'homme politique chevronné enseigne au cadre de son parti de ne jamais perdre le contact avec le peuple. Car si on fait de la politique démocratique, on fait de la politique en restant connecté au peuple. Deuxième élément important. Le président Laurent Gbagbo insiste sur l'autonomie de décision par rapport à son avenir politique. À qui s'adresse-t-il? Laurent Gbagbo s'adresse nommément à Alassane Dramane Ouattara et à tous ses adjoints, dont Adama Bictogo et Mamadou Touré, qui ont ouvertement pris la parole pour exiger le départ à la retraite politique du président Laurent Gbagbo. Là, le président Laurent Gbagbo est frontal. Il est frontal pour leur dire que la décision sur son avenir politique ne leur appartient pas. La décision concernant son avenir politique ne leur appartient pas. Alors, pourquoi elle ne leur appartient pas? Laurent Gbagbo donne 3 raisons. Premièrement, parce que eux, ils n'ont pas eu une histoire familiale comme la sienne. Laurent Gbagbo est né dans une famille du combat politique. Son père est un ancien prisonnier politique. Son père est un ancien combattant de la guerre anti-nazie. Et donc, Laurent Gbagbo dit, je suis né dans le combat politique. Pas vous. Parce que quand on s'en va voir qui étaient les parents d'Alassane Dramane Ouattara, qui étaient les parents de Bictogo ou de Touré Mamadou, ils sont inconnus, zéro pointé dans les archives et les annales du combat politique. Oui ou non? Donc, Laurent Gbagbo nous invite à aller regarder dans l'histoire des familles de ces gens pour voir que, contrairement à lui, ils ne sont pas nés dans des familles de combat. C'est la première raison. Deuxième raison, Laurent Gbagbo dit que personne ne peut lui dire sa carrière, son avenir politique, parce que son engagement politique n'a pas non plus été décidé par quelqu'un d'autre que lui-même. C'est un engagement qu'il a pris contre vents et marées. Et cet engagement l'a amené à des renoncements à toutes les époques de sa vie. Il a connu l'exil, il a connu d'abord la prison, dans les années 70, avec l'internement de force dans l'armée, où il se retrouve avec un instructeur qui n'est rien d'autre que le capitaine Robert Gueye, à Bouaké. Il a connu l'exil dans les années 80, sous le despotisme dit éclairé du président Houphouët-Boigny. Il revient à la fin des années 80, 88 par là. Il va connaître l'emprisonnement sous Alassane Dramane Ouattara par 2 fois. Alassane Ouattara, Premier ministre, en 92. Il va connaître l'emprisonnement sous Ouattara 2010-2011. Et il est déporté. Et il va rester pratiquement une décennie de sa vie en prison. Donc, Laurent Gbagbo dit, quand on regarde le pédigré de Ouattara et puis de ses suiveurs, du style Bictogo, Touré Mamadou et tous ces personnages, auxquels il a réservé l'expression d'impolitesse et de grossièreté. Parce que quand il dit que c'est des gens grossiers qui disent que c'est de la grossièreté et de l'impolitesse, il parle de Ouattara. Grossièreté et impolitesse dans le discours du président Gbagbo, ce sont des mots réservés à Alassane Dramane Ouattara, à Bictogo et à Mamadou Touré, et à tous ceux qui ont pris la parole pour vouloir imposer à Laurent Gbagbo la carrière politique et la durée de sa carrière politique. Il dit, ce sont des gens qui sont grossiers, ce sont des gens qui sont impolis. Parce que normalement, quand tu connais l'histoire de quelqu'un, tu ne peux pas venir à la fin de vers la dernière partie de sa vie, lui demander de changer. Laurent Gbagbo est un animal politique ontologique. Je dis bien un animal politique ontologique, un zone politikon ontologicus. C'est-à-dire qu'il est né dans la politique. Il vit de la politique. Il pense politique. Et comme il l'a dit lui-même, d'une formule testamentaire, que lui, Laurent Gbagbo, il fera la politique jusqu'à sa mort. Donc la réponse a été tonitruante. Le troisième argument qu'il leur donne est le suivant. La politique ne se fait pas seule. La politique étant l'art de la recherche, de la gestion, de la transmission du pouvoir, elle se fait toujours dans le cadre d'ensembles humains organisés qu'on appelle les partis. Laurent Gbagbo dit, j'appartiens à un parti.
C'est à l'intérieur de mon parti que la tactique et la stratégie des carrières politiques des membres de mon parti se décident. Ce n'est pas à l'intérieur de notre parti. Ce n'est donc pas au RHDP qu'on décide de la carrière politique de Laurent Gbagbo. C'est précédemment au FPI et maintenant, c'est désormais au PPACI. Donc voilà les 3 raisons qu'il avance. Passons à la 3e thématique. Laurent Gbagbo explique pourquoi il a choisi d'appeler son parti le PPACI. Et il dit qu'il a appelé son parti le PPACI car il s'agit de reprendre le bâton du pèlerin là où l'Nkrumah l'avait laissé. Laurent Gbagbo donne un argument géopolitique massif. Le panafricanisme a été inspiré en Nkrumah lui-même. Auteur de l'ouvrage Africa Must Unite, il lui a été inspiré par son séjour aux États-Unis. Il vivait dans un pays, une fédération politique construite à partir de 13 États et qui aujourd'hui en compte 51. Et qui est aujourd'hui la première puissance politique et militaire du monde. Donc Laurent Gbagbo, à partir de l'expérience de Nkrumah, invite les Africains à regarder le jeu des puissances. Et à constater que les 5 grands du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies sont à la tête d'États qui possèdent des territoires immenses. Il n'insiste pas beaucoup sur la France parce que la France a un territoire métropolitain réduit. Mais attention, la France est une puissance territoriale parce que la France possède 11 millions de kilomètres carrés de territoire maritime. La France est aujourd'hui le premier pays en termes de territoire maritime sur la planète Terre. Donc Laurent Gbagbo donne une leçon de géopolitique à partir de ce qu'il appelle des faits. Il dit laissons le panafricanisme théorique et allons aux faits. Et nous allons constater que les principales puissances qui pèsent sur la marche du monde sont des grands ensembles géographiques. La Fédération américaine, la Fédération russe, la République populaire de Chine, le Royaume-Uni. N'oubliez pas aussi le rayonnement mondial du Royaume-Uni, qui jusqu'en Australie conserve son aura. N'oubliez pas son rayonnement mondial à partir de ses anciennes colonies qui restent encore sous influence. Eh bien, il souligne le fait que ce sont des puissances de ce genre qui peuvent influencer le monde. Le président Gbagbo en profite pour rappeler 2 souvenirs. Souvenir de ses visites d'État en France et de ses visites d'État en Chine. Et il dit, quand on chantait l'hymne national ivoirien, sur la place Tiananmen, à Pékin, aux côtés du président chinois et devant des détachements de l'armée rouge, lui, le président Laurent Gbagbo, chef de l'État de Côte d'Ivoire, a compris que s'il se croyait égal du président chinois, c'est qu'il se blaguait, c'est-à-dire il se mentait à lui-même. Il prend l'exemple des chefs d'État africains lorsqu'ils viennent à l'Élysée rencontrer le président français. Le fait que la garde présidentielle française leur fasse une haie d'honneur, leur fasse littéralement un salut protocolaire, a souvent donné à certains chefs d'État africains l'illusion qu'ils étaient des égaux en puissance géopolitique des chefs d'État français. Or, il n'en est rien. Alors, je voudrais insister sur quelque chose. Le Laurent Gbagbo qui parle là est un homme qui, en réalité, fait sa propre autocritique. Le Laurent Gbagbo qui parle là est un homme qui a pris ses distances par rapport au mythe de la toute-puissance du président ivoirien. Car quand il était président de la République de Côte d'Ivoire, un certain nombre d'accents de sa prise de parole pouvaient laisser penser qu'il pensait pouvoir faire face, rivaliser, résister au chef de l'État français en termes géopolitiques et géostratégiques. C'est un Laurent Gbagbo assagi par l'expérience qui dit il y a quelque chose que nous avons presque tous tardé à comprendre. C'est que tout seul, président du Sénégal, président du Cameroun, président de la Côte d'Ivoire, président de la Mauritanie, président du Togo, président de la Guinée, président du Cameroun, du Tchad, président du Gabon, seuls, nous ne représentons rien à l'échelon de la géopolitique mondiale. Et seuls, nous ne pouvons même plus résoudre les problèmes de nos pays. J'insiste pour vous dire qu'il s'agit d'une évolution décisive de la pensée du président Laurent Gbagbo lui-même. Parce que quand il était chef de l'État, certaines de ses prises de parole pouvaient laisser penser qu'il considérait la position qui était la sienne, celle de président légal et légitime de la Côte d'Ivoire, comme une position absolue. Or, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Le président Gbagbo dit que Alassane Ouattara l'amuse. Quand il voit Alassane Ouattara avec le drapeau de la Côte d'Ivoire planté sur sa maison, c'est de Ouattara qu'il parlait. Quand il voit Alassane Ouattara qui va à l'Élysée et qui descend en manteau français, là, en manteau d'hiver, hiver européen, et qui répond avec grandiloquence à la presse,
et qui se moque de ses opposants, quand il voit les chefs d'État africains plastronnés sur le perron de l'Élysée, lui, Laurent Gbagbo, rit de tous les chefs d'État africains. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo lui-même fait de l'auto-ironie. Rétrospectivement, ayant exercé 10 ans le pouvoir, le président Laurent Gbagbo se rend compte du degré d'auto-illusion dans lequel se trouvent les chefs d'État africains. Laurent Gbagbo, dans un acte d'auto-ironie, se moquant littéralement lui-même de ses propres 10 années d'exercice du pouvoir, invite ses pairs, chefs d'État, chefs de l'opposition africaine, à aimer un peu l'Afrique et à accepter de se dépasser pour créer les États-Unis d'Afrique noire. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo a eu le temps d'observer qu'aucun problème économique, social, politique sérieux en Afrique ne peut être résolu dans un micro-État. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Supposez que la Côte d'Ivoire ait désormais les meilleurs hôpitaux, les meilleures écoles, les meilleures routes, les meilleurs marchés. Que va faire la Côte d'Ivoire du fait que les ressortissants de pays comme le Mali, peut-être le Burkina, la Guinée, le Togo, le Bénin, je sais pas, le Cameroun, le Niger, qui peuvent ne pas avoir accès à ces facilités, vont se précipiter pour immigrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, même s'il réussissait, par impossible, à faire face aux besoins sociaux, est-ce qu'il serait capable de faire face indéfiniment aux besoins sociaux d'une immigration ouest-africaine sans cesse grandissante? Réponse, non. La crise qui a amené la Côte d'Ivoire dans la guerre, dans les années 90, était aussi une crise de la gestion des flux migratoires. Car la Côte d'Ivoire, tout naturellement, attirait vers elle tout le prolétariat ouest-africain, venant de pays qui avaient un succès économique moindre. Représentant 40% de l'économie ouest-africaine, la Côte d'Ivoire attirait littéralement comme un aimant vers elle tous les Africains vivant dans des pays en situation économique plus difficile que la Côte d'Ivoire. Conséquence, quelles que soient les recettes dont l'État de Côte d'Ivoire pouvait être capable, ces recettes ne pouvaient pas convenablement satisfaire la population vivant sur son sol. Avec le recul du temps, Laurent Gbagbo a compris que le panafricanisme n'est pas simplement une idéologie. Le panafricanisme est la solution. Il a compris. Aucun pays africain ne peut aujourd'hui faire face à l'attaque terroriste, à l'attaque des terroristes. Parce que vous avez bien vu que l'attaque des terroristes, elle est généralisée sur toute la bande du Sahel. Les terroristes veulent prendre en tenaille le golfe de Guinée. Les terroristes attaquent aujourd'hui l'Afrique australe, notamment au Mozambique. Les terroristes ont 200 groupes armés en place à l'intérieur de la République démocratique du Congo, qu'ils ont taillé en coupe réglée pour des multinationales occidentales. Laurent Gbagbo, qui est un géographe, un historien, un politique informé, a regardé la situation globale du continent et a compris que si on ne met pas en place des dynamiques transversales, des dynamiques transfrontalières, aucun pays africain ne va vaincre, la pauvreté, ne va vaincre l'insécurité. Aucun pays africain ne va être capable d'empêcher des invasions migratoires sauvages sur son sol. Aucun pays africain ne va vaincre la dévastation écologique. Aucun pays africain ne va pouvoir résoudre ses propres problèmes nationaux tant que les voisins seront dans des problèmes pires. Laurent Gbagbo en parle avec le regard rétrospectif de l'homme qui a exercé le pouvoir d'État. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, il avait tenté, quand il était président, de résoudre le problème ivoirien avec les moyens ivoiriens. C'est ce qu'on a appelé, sous son régime, le budget sécurisé. Mais le budget sécurisé permettait certes à l'État de Côte d'Ivoire de commencer à vivre dans une certaine dignité. Mais le budget sécurisé ne permettait pas de faire que tous les enfants aillent à l'école. Il ne permettait pas de former toute la jeunesse. Le budget sécurisé ne permettait pas de construire toutes les routes qui étaient nécessaires. Le budget sécurisé ne permettait pas de bâtir une armée qui soit capable de protéger la Côte d'Ivoire contre les impondérables. Vous voyez? Laurent Gbagbo, avec le recul du temps, se rend compte qu'aucun État africain aujourd'hui, avec les moyens qui sont les siens, aucun État africain ne peut efficacement résoudre ses propres problèmes nationaux sans une logique transversale. Voilà le fond de la pensée du président Gbagbo. Pourquoi s'appuie-t-il sur ce panafricanisme? Pourquoi revisite-t-il le panafricanisme? Parce que le panafricanisme est une solution efficace aux problèmes nationaux africains. Et appliquons cela au cas de la Côte d'Ivoire. Je voudrais creuser un peu plus, mes chers amis.
Comment on a piégé Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié dans les années 90 en Côte d'Ivoire? Comment Alassane Dramane Ouattara a-t-il piégé Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo? Il les a piégés en suscitant une tension entre les nationaux ivoiriens et les ressortissants de la CEDEAO à travers la création de la carte de séjour. Ouattara crée la carte de séjour. La carte de séjour fait que la police, la gendarmerie se mettent à faire des contrôles de papier. Dans ces contrôles de papier, on se met à confondre l'Ivoirien du Nord avec le Malien, avec le Guinéen et avec le Burkinabé. Ouattara, qui est originaire du Burkina Faso et qui n'a pas de base politique en Côte d'Ivoire, va créer donc une frustration dans la population ivoirienne, à partir de laquelle il va lancer sa deuxième manœuvre, la Charte du Nord, en 1991. La Charte du Nord regroupe les Ivoiriens qui se sentent frustrés par des confusions de contrôle d'identité. Qui se sentent frustrés parce que on les prend pour des Burkinabés alors qu'ils sont du nord de la Côte d'Ivoire. On les prend pour des Maliens alors qu'ils sont du nord de la Côte d'Ivoire. On les prend pour des Guinéens alors qu'ils sont du nord de la Côte d'Ivoire. Qui a créé ça? C'est Ouattara. C'est Ouattara qui a politisé l'ivoirité. Or, le piège que Ouattara a tendu au président Bédié, c'était que le président Bédié prenne fait écho. La politique migratoire restrictive envers les étrangers de la CEDEAO, elle avait pour effet de renforcer la frustration des gens du Nord, laquelle frustration renforçait bien la légitimité politique d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire lui donner du bétail électoral. Plus le président Bédié, imprudemment, avec la Kurdif, a appuyé sur ce bouton que Ouattara avait inventé, plus Ouattara s'est mis à devenir détenteur d'un bétail électoral, plus le nord de la Côte d'Ivoire s'est mis à basculer dans les mains d'Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes 2000 personnes en direct, s'il vous plaît. Nous sommes attaqués. Je vous invite à aller sous la vidéo et à appuyer sur le pouce levé immédiatement pour que nous passions au moins à 1500 personnes. Il y a trop de machines indépendantes de nous qui regardent l'émission. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé et que chacun d'entre vous fasse un partage, s'il vous plaît. Un partage, un like. Et le like, c'est d'aller sous la vidéo, appuyer sur le pouce levé. Le pouce levé. Dépasser rapidement les 1500. Parce que nous sommes pratiquement maintenant à 2700 en direct. Mais nous avons seulement 1050 likes. Merci. Je continue. Le piège tendu à Bédié est le piège tendu à Laurent Gbagbo. Alors que Laurent Gbagbo, en 1988, lance le FPI, avec une vocation panafricaniste, parce que le panafricanisme de Laurent Gbagbo, ce n'est pas de maintenant qu'il date. Moi, je possède le programme du FPI de 1988. Il s'agissait de bâtir une nation africaine socialiste en Côte d'Ivoire. Mais à cause de ce piège ourdi par Alassane Ouattara, quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, le débat sur l'appartenance ou non à la nationalité ivoirienne va piéger le FPI, comme le PDCI de Bédié avait été piégé, de telle façon que l'électorat ivoirien du Nord et les ressortissants de la CEDEAO vont se sentir en situation hostile face au pouvoir Gbagbo. Tout ceci est une création artificielle d'Alassane Dramane Ouattara qui malheureusement a fonctionné parce que le PDCI-RDA au pouvoir entre 1993 et 1999 est tombé dans le piège. Le FPI au pouvoir entre 2000 et 2010 va aussi tomber dans le piège, ce qui va renforcer Alassane Dramane Ouattara, venu du Burkina Faso, sans base politico-électorale en Côte d'Ivoire, qui désormais va l'avoir précisément parce que, de manière grégaire et aveugle, des Ivoiriens du Nord vont croire que leur appartenance à la nation ivoirienne est menacée. Laurent Gbagbo, en créant le PPA-CI, répond à Alassane Dramane Ouattara, en lui disant, en quelque sorte, Alassane Dramane Ouattara, ton piège, prends-le et va te faire foutre avec ton piège. Va au diable avec le piège que tu nous as tendu dans ce pays. Moi, Laurent Gbagbo, je suis un socialiste. Et tout socialiste est un internationaliste. Je recommence. Si Laurent Gbagbo est socialiste, il est obligé d'être internationaliste. Parce qu'un socialiste est quelqu'un qui, par définition, s'allie à tous les opprimés du monde pour combattre tous les oppresseurs du monde. Le socialisme véritable est toujours internationaliste. Ce qui veut dire que les paysans, les ouvriers, les cadres, les fonctionnaires qui ont la conscience des injustices qui ont lieu en Côte d'Ivoire doivent être alliés aux paysans, aux ouvriers,
aux entrepreneurs, aux fonctionnaires, aux cadres qui, au Burkina, ont la conscience des injustices. La même liaison doit les rattacher à ceux qui, au Sénégal, ont la même conscience. Au Cameroun, la même conscience. Au Tchad, la même conscience. C'est ce qu'on appelle l'internationalisme socialiste. C'est un élément fondamental de l'idéologie socialiste. Or, lors de l'exercice du pouvoir 2000-2010, le régime du président Laurent Gbagbo, par la stratégie de Alassane Ouattara, a été contraint à pratiquer une espèce de socialisme national. Beaucoup de cadres du parti, prenant la parole, utilisaient la référence à l'identité ivoirienne, de préférence par rapport à la référence à l'identité de la lutte des classes. Laurent Gbagbo a tiré les leçons de ce piège. Et il a compris que un Burkinabé exploité par l'oligarchie politico-financière du Burkina peut se sentir proche d'un Ivoirien exploité par l'oligarchie politico-financière de Côte d'Ivoire. Ils peuvent se sentir proches d'un Tchadien exploité par l'oligarchie politico-financière du Tchad, du Cameroun, etc. Donc en réalité, c'est avec la construction d'une conscience politique transversale, transfrontalière, transnationale qu'on peut changer l'Afrique et notamment fonder les États-Unis d'Afrique. Nkrumah l'avait compris. Il fallait cultiver une analyse de la lutte politique en termes de classe socio-économique, de telle façon qu'il y ait une conscience de classe et que la conscience de classe permette de dépasser les frontières héritées de la colonisation et de construire une mobilisation à l'échelle du continent et même à l'échelle du monde. Le panafricanisme du président Gbagbo est une manière de contrer l'ivoirité que Ouattara a inventée et dans laquelle il piégea le PDCI-RDA et le FPI. Laurent Gbagbo prend son piège et il le jette au visage de Ouattara. Et il lui dit, désormais, en Côte d'Ivoire, je me battrai contre l'injustice. En bonne entente avec mes frères et sœurs du Burkina Faso, qui au Burkina se battent contre l'injustice. En bonne entente avec mes frères et sœurs du Tchad, qui au Tchad se battent contre l'injustice. Du Cameroun, qui au Cameroun se battent contre l'injustice. Du Mali, qui au Mali se battent contre l'injustice. Les mêmes injustices structurelles de la France-Afrique. Nous allons les affronter partout ensemble. Dans quel but? Laurent Gbagbo indique le but, la construction de l'État fédéral d'Afrique noire, qui est la condition de la dignité de l'humanité africaine. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que maintenant vous avez compris pourquoi le panafricanisme auquel le président Gbagbo fait appel est en fait une reprise, une rectification de l'erreur qui fut commise dans les années 2000 et qui fut commise dans les années 90, successivement par le PDCI et par le FPI, de tomber dans le piège de Ouattara, le piège de l'exclusion nationalitaire. Laurent Gbagbo appelle à une solidarité transfrontalière contre la domination de la France-Afrique, la domination des dictateurs, contre la domination du colonialisme, du néocolonialisme occidental, contre la domination des puissances aveugles de l'argent. Laurent Gbagbo appelle à une prise de conscience au-delà du tracé de Berlin, à une prise de conscience et à la naissance d'une conscience de classe continentale africaine. C'est de cela qu'il est question. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est pour ça qu'il parle du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Ce qui entend que ce parti sera allié à tous les autres partis des peuples africains d'autres pays. Tous les partis qui seront sur la même longueur d'onde de la lutte pour l'émancipation africaine vont donc se retrouver, nous dit Laurent Gbagbo, en alliance avec lui. D'ailleurs, certains des invités au lancement de son parti sont très clairement déjà les membres de l'international qu'il envisage. Voilà ce qu'il fallait précisément comprendre. Et voilà ce que Laurent Gbagbo apporte, pour ainsi dire, de nouveau et de complémentaire dans son propre parcours politique. Et voilà ce qu'il a voulu dire. Mes camarades et moi, nous nous réunissons et nous mettons nos idées sur le marché politique. Ce qu'il a voulu dire, c'est le Laurent Gbagbo que vous avez vu revenu de la haie est celui qui veut faire passer le peuple ivoirien sans renoncer à l'identité nationale ivoirienne, de la conscience, pour ainsi dire, tribale, à la conscience nationale, de la conscience nationale à la conscience de classe, à une conscience de classe continentale, et de la conscience de classe continentale à la citoyenneté africaine fédérale. De ce point de vue, Laurent Gbagbo retrouve donc les fondamentaux du panafricanisme tel que, précisément, Francis Kofi Kwame Nkrumah, Webb Dubois, Marcus Garvey l'avaient pensé.
Ainsi, Laurent Gbagbo rejette l'illusion de toute puissance des chefs d'État, de ces États séparés, tracés par la puissance coloniale. Il rejette l'illusion par laquelle lui-même il passa quand il était président de la République et qu'il croyait qu'il était vraiment un chef. Alors précisément que la monnaie, l'armée, les frontières, le contrôle du ciel n'étaient pas entre ses mains. Oui, le président Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire sans être propriétaire avec son pays de la monnaie ivoirienne, sans être finalement le maître du système militaire ivoirien, sans être finalement le maître du territoire ivoirien. Pourquoi? Parce qu'une puissance impériale lui a imposé un rapport de force qui a fini par le vaincre. Laurent Gbagbo a pris acte de cette réalité et appelle les Africains à construire une véritable puissance. Pour lui, c'est une dimension testamentaire importante qui vient d'être prise. Qui est donc désormais aujourd'hui en Côte d'Ivoire le détenteur de l'ivoirité? On le verra, c'est désormais Alassane Dramane Ouattara et je le dirai dans la conclusion. Quatrième thème. Laurent Gbagbo veut construire une conscience citoyenne à partir de ce qu'on peut appeler la sensibilité esthétique. Laurent Gbagbo développe énormément la sensibilité esthétique. Ce n'est pas un hasard s'il insiste sur les artistes et s'il prend le temps de commenter les œuvres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'on doit apprendre à aimer le pays, à aimer l'Afrique par ses arts. On doit aimer l'Afrique par ses œuvres, sa création symbolique. Bref, il n'y a pas d'émancipation politique sans renouveau culturel. Il n'y a pas d'émancipation politique sans connaissance et amour des saveurs du terroir. Paradoxalement, Laurent Gbagbo montre qu'il connaît mieux, qu'il suit mieux l'évolution esthétique, l'évolution culturelle de la Côte d'Ivoire qu'Alassane Dramane Ouattara. Voilà Alassane Dramane Ouattara qui est là depuis pratiquement 11 ans, à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'on le considère comme légitime ou pas. Est-ce qu'Alassane Ouattara vous a montré une seule fois qu'il avait la saveur des cultures ivoiriennes? Est-ce qu'Alassane Ouattara vous a montré une seule fois qu'il avait l'audace d'être à l'écoute de la créativité populaire ivoirienne? Est-ce qu'Alassane Ouattara vous a montré une seule fois qu'il était intéressé par l'évolution des mouvements musicaux, des mouvements théâtraux, des mouvements littéraires, l'évolution de la création littéraire, philosophique, etc. en Côte d'Ivoire? Non. Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas de sensibilité esthétique africaine. C'est un homme acculturé. C'est un étranger chez lui. Donc Laurent Gbagbo insiste sur le fait que la construction de cette conscience continentale passe par le fait qu'on doit s'imprégner de ce que les Africains aiment, de ce qui les fait vibrer, de ce qui les rend joyeux. On ne peut pas vouloir participer à la transformation de la vie des Africains si on n'aime pas, si on ne suit pas, si on ne s'imbibe pas, si on n'exalte pas les arts africains, les recherches scientifiques africaines, les rencontres africaines pour créer des œuvres d'art, des œuvres de l'esprit, que ce soit du domaine de la science. Il faut donc développer la sensibilité esthétique. Enfin, Laurent Gbagbo a abordé un cinquième thème dans son discours. Un thème qui était plein d'émotions, parce que plein de silence. Les fameux silences dont il est un orfèvre. C'était un orfèvre du silence. Laurent Gbagbo a dit que la dernière ligne de son action politique avait commencé et qu'il avait commencé à préparer son départ. Non seulement il a dit d'un côté qu'il arrêtera de faire la politique le jour où ses yeux se fermeront, le jour de sa mort. Ce qui était un moment très poignant. On sentait la tristesse et l'émotion s'emparer de la salle. Laurent Gbagbo a dit une chose importante, c'est que lui, il avait décidé de prendre des dispositions pour partir. Autrement dit, que lui, Laurent Gbagbo, avait d'ores et déjà commencé avec le PPACI, la préparation de la relève politique. Première hypothèse, le PPACI, en 2025, propose Laurent Gbagbo comme candidat, si sa santé le lui permet. S'il se sent l'énergie de le faire, il acceptera d'être candidat de son parti à l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo sait, et il le dit, qu'on veut utiliser les 20 ans qui lui furent infligés par Alassane Dramane Ouattara en personne, comme un obstacle pour sa future candidature à l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo dit que si c'est cela, ce n'est pas grave, puisque lui, il aura déjà été président pendant 10 ans, le PPACI aura un candidat de substitution.
Donc en fait, Laurent Gbagbo fait preuve d'un détachement inégalé avec la question du pouvoir. La tactique qu'il a utilisée pour laisser littéralement Pascal Affi N'Guessan étaler à même le tapis, en le laissant avec une enveloppe vide du FPI, est exactement la tactique que Laurent Gbagbo promet à Alassane Ouattara et à ses proches, dans l'hypothèse où il serait encore au pouvoir en 2025 pour choisir, bien sûr, qui a le droit d'être candidat. Laurent Gbagbo dit, si le PPACI me désigne comme candidat, je serai candidat. Et je consulterai mes forces pour cela. Mais si on me désigne comme candidat, et que Alassane Dramane Ouattara, faisant allusion aux fameux 20 ans qu'on trouvait qu'il m'a infligé, comme à d'autres Ivoiriens d'ailleurs, pour dire que je ne peux pas être candidat, soyez assurés, le PPACI aura un autre candidat ou une autre candidate pour faire face au défi. Autrement dit, Laurent Gbagbo dit à Ouattara, je n'ai pas seulement un plan A, mais j'ai un plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, et même plus. J'ai des plans à mort. Car je ne suis pas seul. Je suis dans un cerveau collectif, le parti que j'ai créé, le PPACI. Laurent Gbagbo dit donc très clairement qu'en réalité, ce qui ne l'intéresse plus véritablement maintenant, Laurent Gbagbo n'est plus véritablement intéressé par le fait d'être président de la République. Pourquoi? Parce qu'il a été. Et de deux, parce qu'être président de la République de la Côte d'Ivoire ne permet pas de changer la situation de la Côte d'Ivoire. Je recommence. Laurent Gbagbo n'est pas intéressé par la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour deux raisons. Lui, il a déjà été. Parce que c'est quand tu n'as jamais été président que vraiment c'est vital pour toi de l'être. Il a déjà été. Deuxièmement, même si il redevenait président de la Côte d'Ivoire, ça ne suffirait pas à sortir la Côte d'Ivoire de son ornière. Pourquoi? Parce que dans son analyse du panafricanisme, il nous a montré que aucun président africain ne peut changer le sort de son pays tant que l'Afrique ne se sera pas constituée en une fédération continentale. Les États-Unis d'Afrique subsaharienne. Donc Laurent Gbagbo, lui, en fait, être président de la Côte d'Ivoire, là, ça ne l'intéresse plus. C'est ce que moi je retiens de son allocution. Ce qui l'intéresse, c'est de participer à la construction des États-Unis d'Afrique noire. S'il peut faire avancer ce dossier-là, ça intéresse Laurent Gbagbo. Et je pense même que si Laurent Gbagbo était en situation et en santé, lorsque viendraient à être ouvertes les élections pour la présidence des États-Unis d'Afrique noire, lui là, il serait candidat. Il serait intéressé pour être candidat. Parce que sa démonstration a consisté à nous montrer que on ne respectera jamais un président d'Afrique noire que quand nous aurons nos États-Unis d'Afrique noire. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Laurent Gbagbo n'est plus intéressé par des honneurs de président ivoirien. Parce que lui, il est allé en Chine, il était debout à côté de Hu Jintao. Lui, il a vu qu'on le blaguait. Il a dit on n'est pas la même chose. Il y a président et président. Il a regardé le comportement des chefs d'État français à Paris, comment ils flattent les chefs-faillons africains. Ils descendent du perron, ils les embrassent. Ah, monsieur le président, bienvenue, etc. Pourtant, en fait, quand le président africain s'en va, le chef de l'État français le regarde en disant, ouf, encore un de moins aujourd'hui ici. Moi, j'ai lu un ouvrage de Jacques Faucard qui rapporte ce que De Gaulle disait des chefs d'État africains. Charles de Gaulle. À un moment donné, les chefs d'État africains n'arrêtaient pas de venir lui rendre visite à l'Élysée pour toutes sortes de raisons, pour le flatter, le saluer, les bokassa, les bongos, etc. Mais un jour, il a appelé Faucard. Il dit, Faucard, j'en ai marre de ces nègres. Ils remplissent mon protocole en permanence. Pourtant, même quand ils sont en Afrique, ils m'obéissent. Ils m'obéissent sans problème. Ils n'ont pas besoin de venir à Paris tout le temps. Vous me les dégagez là. Vous me les dégagez des audiences. J'en ai marre. Ils me fatiguent. Dixit de Gaulle. C'est cité dans les mémoires de Jacques Faucard. C'est-à-dire que De Gaulle, voilà comment il regardait les chefs d'État africains. Parce qu'il n'y avait pas un seul chef d'État africain qui soit à la tête d'une puissance, qui soit capable d'obtenir une inflexion de la politique internationale de la France. Le Laurent Gbagbo que nous avons entendu en ce mois d'octobre 2021 appelle la jeunesse africaine, appelle l'élite politique africaine authentique à construire des internationales pour hâter la naissance de la première grande fédération étatique d'Afrique noire. C'est son projet, c'est tout ce qui l'intéresse. En réalité, Laurent Gbagbo, quand il est assis chez lui et qu'il voit, il entend Alassane Ouattara passer avec le gyrophare, ça le fait rigoler.
Quand il zappe, comme il le dit, il a maintenant plus de temps, étant, dit-il, au chômage, de regarder les télévisions. Quand il zappe et il voit les chefs d'État africains, il voit comment ils sont au sérieux sur leur tapis rouge, ça le fait rigoler. Parce que lui, il a pesé, il a calculé, il a vu que la respectabilité de l'Africaine et de l'Africain ne seront acquises que quand l'Afrique continentale sera douée d'un puissant État fédéral. Cette évidence, depuis le 19e siècle avec les Webb Du Bois, les Marcus Garvey, les Langston Hughes, les Richard Wright, elle était partagée par les Cheikh Anta Diop, elle était partagée par Aimé Césaire, elle était partagée par Haile Selassie, elle était partagée par tous les grands Africains de tous les temps. Laurent Gbagbo dit maintenant, on n'a même pas besoin de démontrer cela théoriquement. Il est facile de le démontrer pratiquement. Africaines, Africains, regardons le monde. Et nous allons bien voir que si nous voulons exister au monde, nous avons un impératif, c'est de construire une grande fédération continentale. C'est le grand message de Laurent Gbagbo. Et par là, il aura répondu à Ouattara. Par là, il a répondu à l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'ONU. Il a répondu à la France. Par là, il a répondu à tous ceux qui cherchent un chemin pour la liberté et la dignité des Africains, en disant, le chemin, nos glorieux ancêtres l'avaient tracé. Ils l'avaient tracé à partir d'arguments de type idéologique. Maintenant, nous pouvons tracer le chemin à partir de l'expérience historique. Nous avons testé les micro-États. Nous avons testé les micro-nations. Nous avons testé des solutions isolées. Nous avons chacun tenté de jouer au grand chef d'État, au grand président. Et nous avons vu comment l'ennemi nous écrase les uns après les autres. Eh bien, rétrospectivement, asseyons-nous et construisons un front continental pour la dignité de l'Afrique. Je conclus donc cette conférence en disant que la création du PPACI marque une évolution décisive de Laurent Gbagbo d'une conception fortement nationale du socialisme à une vision encore plus fortement continentale dans la perspective de la création des États-Unis d'Afrique. Laurent Gbagbo sait que la CEDEAO, ce ne sont pas la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne actuelle et l'ONU qui vont sauver les Africains. Il sait que c'est l'international des résistants et de l'émancipation africaine qui va sauver les Africains. Il envisage donc non pas seulement la création, et ça c'est déjà fait de son PPACI, mais je pense qu'il envisage la création d'un mouvement progressiste africain transcendant les micro-États et les frontières héritées de la colonisation. Pour Laurent Gbagbo, ce serait la plus grande revanche prise contre la puissance française. La plus grande revanche prise contre l'ONU, contre l'Union africaine, contre l'Union européenne qui l'ont précédemment humilié, ça serait de léguer un puissant État d'Afrique noire qui fera respecter l'Africaine et l'Africain sur tous les continents. Par là est donc morte, eh bien, l'illusion dans laquelle Laurent Gbagbo et avant lui, Henri Konan Bédié s'était laissé prendre. L'illusion qu'il pouvait construire quelque chose de grand dans l'ivoirité. Une ivoirité fabriquée de toutes pièces par Alassane Dramane Ouattara comme un piège pour les prendre dans la nasse et se fabriquer une base. Aujourd'hui, qui est le défenseur de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo a pris la chose du sorcier, le fétiche du sorcier, et il le lui a jeté dans les mains. Prends ton fétiche. Fous le camp avec ça. C'est toi qui as créé ça ici. Quand nous fondions le FPI en 1988, nous voulions déjà fonder une nation africaine. C'était dit déjà à cette époque. À cause de ta carte de séjour et de la traque aux étrangers que tu as organisée, on est tombé dans ton piège. Et on s'est mis à défendre une conception de la nation, isolée du grand courant continental. Tu nous as bien eu, Ouattara. Maintenant, c'est terminé. Nous reprenons le combat là où il faut. Nous allons créer une union de classes transfrontalière qui va traverser la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, le Niger, tout. Ça va traverser toutes les frontières. Quand nous allons appeler à des manifestations, ça ne va pas être seulement en Côte d'Ivoire. Hein. Ça va manifester simultanément de Nouakchott jusqu'à Durban. Vous allez voir ça bientôt. Laurent Gbagbo, il a vu dedans. Et le serviteur des paix spirituels de la liberté des Africains que je suis se reconnaît pleinement dans cette vision. À quelques exceptions près, il va falloir pratiquer
l'unité du champ de lutte de la résistance à l'intérieur de chacun de nos pays. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le point faible, c'est que l'opposition n'est pas unie. L'opposition multiplie des faiblesses envers le pouvoir, comme la présence d'un Adama Bictogo, un truand de la pire espèce, applaudi par certains lors du congrès d'un parti qui n'aurait jamais voulu voir naître. Il faut resserrer les rangs de l'opposition ivoirienne. Parce que seule une opposition ivoirienne rassemblée pour combattre contre la dictature pourra aisément construire des alliances avec les oppositions, que ce soit au Mali, en tout cas les partis de résistance au Mali, au Sénégal, au Tchad, au Cameroun. S'il n'y a pas une unité forte du champ d'action de l'opposition à l'intérieur de chacun de nos pays, l'internationale progressiste à laquelle le président Laurent Gbagbo nous appelle ne sera pas non plus forte. Donc il faut hâter les pratiques d'unification, de construction de plateformes, les pratiques de mise en commun sur des points communs, tout en respectant le pluralisme des idées. Voilà ce que j'ai appris en écoutant ce politique chevronné. J'ai appris que la victoire en politique se fait avec le peuple, si on est un démocrate. J'ai appris que un homme politique authentique ne laisse jamais personne décider de son avenir et de sa carrière. C'est lui qui choisit les modalités de son action politique. J'ai appris en l'écoutant que les questions politiques africaines ne peuvent plus, alors là, plus jamais être résolues dans le cadre exclusif des nations, des micro-États africains. Mais cela, nous le savions déjà. J'ai appris que le président Laurent Gbagbo n'est pas intéressé par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il considère que ce qui est important, c'est la construction des États-Unis d'Afrique noire. J'ai appris que le président Gbagbo dit qu'un homme politique africain authentique, une femme politique africaine authentique, doivent être intéressés par la culture africaine, par la vie culturelle africaine. Ils doivent s'intéresser à la production artistique, culturelle, philosophique, scientifique du continent. Et ils doivent encourager cette production. Enfin, j'ai appris que Laurent Gbagbo prend acte du fait que le temps du départ pour lui a sonné et que Laurent Gbagbo est prêt, dans tous les cas de figure, avec son nouveau parti, à affronter Alassane Dramane Ouattara en 2025. Puisque Laurent Gbagbo a même prévu l'éventualité que lui, il ne soit pas candidat. Ce n'est pas Ouattara qui empêchera Laurent Gbagbo d'atteindre ses objectifs, d'autant plus que, pour lui, la présidence de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est plus une priorité. Ce qui est une priorité, c'est de transmettre une énergie testamentaire pour construire les États-Unis d'Afrique noire. Laurent Gbagbo est un historien, et c'est un historien averti. Il a décidé de choisir la meilleure porte de sortie de l'histoire, celle des grands. Ceux qui insistent sur ce qui est important pour tout le monde, et qui laissent leur propre cas à Dieu et au peuple. Voilà pourquoi, pour moi, l'allocution délivrée par le président Laurent Gbagbo en clôture du congrès du PPACI est l'une des plus grandes, des plus nobles qu'il ait délivré de son vivant sur la terre des hommes. Car il y a montré une maîtrise et une finesse, avec la malignité, avec la malice intelligente qu'on lui connaît, hors pair. Tous les pièges que ses adversaires lui avaient tendus, il les a contournés balle au pied et a indiqué l'endroit où il faut marquer le but. La construction de l'internationale progressiste africaine qui sera la base de la création des États-Unis d'Afrique noire. Voilà ce que nous souhaitons. Voilà ce que nous voulons nous aussi vivre. Voilà ce pourquoi nous faisons de la politique. Voilà ce pourquoi nous, aux côtés du leader Guillaume Kibafori Soro, sommes engagés. La construction de cette puissance africaine qui, par la synergie des forces de changement pays par pays, va nous permettre de récupérer la pleine dignité de toutes les Africaines et de tous les Africains. Que Dieu bénisse l'Afrique! Merci à tous. Vous étiez plus de 3000 personnes en direct dans cette conférence. Mes hommages
au président Laurent Gbagbo et toutes mes félicitations pour le grand exercice oratoire qu'il nous a offert. Merci encore. Je peux continuer mon voyage. Merci à tous. Merci à tous. Portez-vous bien. Vive l'Afrique des libertés. Merci à tous. Bonne soirée et bonne chance au PPACI. Vive l'Afrique des libertés. Merci à tous. Vous étiez 3000 ce soir. Merci. Portez-vous bien, mes chers amis. Merci encore.